Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans Congo Kitoko, notre magazine DVD. Enfin, et oui, le numéro 2 est là, après des si longues années, pour des raisons que je ne voudrais pas évoquer ici. L'essentiel étant, je vous retrouve, mais cette fois-ci avec le code de Timbela. Visiolongo, c'est notre concept. DVD Congo Kitoko pour l'information, pour le divertissement de la diaspora congolaise. Une diaspora éparpillée à travers le monde, une diaspora multiforme et riche. J'arbore une casquette que je porte et qui porte la marque d'un de nos enfants dans la diaspora. Eh bien oui, les initiales de cette marque rappellent peut-être une marque en Occident, bien connue, que portent beaucoup de nos compatriotes. Et pourtant, il faut plutôt faire le contraire, c'est-à-dire favoriser ce qui est made in, enfant originaire de la République démocratique du Congo, notre diaspora. Eh bien, le premier DVD, vous le savez, avait comme invité fil rouge, comme nous le disons dans notre jargon, ou l'invité principal, c'était un certain Eddy Tamboué, professeur des universités, homme de lettres, écrivain. Eh bien, cette fois-ci, nous avons quelqu'un d'autre que je qualifie de génie. S'il accepte ce superlatif ou ce qualificatif, il me le dira. De toute façon, mesdames et messieurs, nous sommes quelque part où, comment comprendre, comment imaginer qu'un fils du pays, la République démocratique du Congo, puisse avoir un bureau au cœur du quartier de la Défense, c'est-à-dire le poumon économique et financier de la France, grande puissance mondiale. Comment fait-on pour être dans un bureau dos tourné à l'esplanade au parvis de l'Arche de la Défense? C'est extraordinaire. Comment fait-on pour en arriver là? Et puisqu'on y est quand même, c'est qui cet homme? C'est ce que nous allons faire. Nous sommes honorés, mesdames et messieurs, de nous retrouver dans le cabinet de travail de monsieur Jacques Nandegeza Moussafiri. Faut-il dire Moussafiri Nandegeza par la suite? Mais en tout cas, Jacques, bonjour. Bonjour. Et merci d'accepter cette invitation. Vous êtes donc notre invité d'honneur du deuxième numéro de notre magazine Congo Kitoko. Jacques, je viens de dire que pour nous, vous êtes un génie. Qui êtes-vous? Eh bien, je dirige un cabinet de conseil en management des systèmes d'information, des organisations et systèmes d'information, MTC International Consulting, qui est basé ici à La Défense. Comment fait-on un enfant de la République démocratique du Congo, certes un sous-continent, etc., mais un pays qui est présenté quelquefois sur des facettes peut-être quelquefois négatives, mais comment vous avez fait? Alors, j'ai dit que vous vous appeliez Jacques Moussafiri Nandegeza. Il faut commencer par Nandegeza Moussafiri ou Moussafiri Nandegeza? Non, Nandegeza, Jacques Moussafiri. Vous êtes né où? Vous êtes d'où en République démocratique du Congo? Je suis né à Bukavu. Et par contre, j'ai grandi à Kinshasa. Donc, j'ai étudié au collège Alpha-G de Bukavu et au collège Albert Ier, donc Boboto de Kinshasa. Commercial, c'était quoi? Scientifique, oui, maths physique. Maths physique. Et ensuite, après, je suis venu en France, donc je suis ingénieur de formation, avec une double compétence. Formé en République démocratique du Congo ou en à France? Paris. À Paris. En France. Comme en ingénieur. En France. Voilà. Donc, à l'école supérieure d'ingénieur en génie électrique et à l'école nationale supérieure des télécommunications, que l'on appelle Subtélécom Paris. Après mes études d'ingénieur, je me suis spécialisé, j'ai fait une spécialisation dans le management des systèmes d'information à l'ESSEC. C'est une business school toujours à Paris, où j'ai défendu une thèse sur les processus, la reconfiguration des processus de gestion. C'est ce qu'on appelle le re-engineering. Voilà. Je ne sais pas si j'ai exagéré un peu. Quand je vous appelle un génie, c'est-à-dire tout ça, tout ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas facile de les avoir en soi, dans un individu. Après, c'est des choses qui arrivent progressivement. Après mes études scientifiques, il était normal que je fasse une école d'ingénieur. Et ensuite, après, les choses allant, donc je me suis spécialisé dans les domaines que j'aimais bien, donc tout ce qui est génie électrique et les nouvelles technologies. Comment fait-on pour être dans un bureau comme celui-ci, Jacques, dos côté
l'arche de la défense, etc. Comment on fait? C'est magique, ça, c'est abracadabrantesque, non? Non, disons qu'après mes études, j'ai commencé, j'ai une longue expérience d'une trentaine d'années, acquise dans deux institutions. Donc, j'ai commencé par être allocataire de recherche au CNRS après mes études, le Centre national de recherche scientifique en France. Ensuite, après, j'ai intégré le groupe Eiffage, qui est un des majors de BTP et de l'énergie, qui compte 80 000 collaborateurs et à peu près 14 milliards de chiffre d'affaires. Donc j'ai intégré ces groupes comme ingénieur d'affaires dans une filiale en Normandie. Ensuite, je suis devenu responsable informatique régional. Je m'occupais des 13 entreprises. Et ensuite, j'ai intégré la direction des systèmes d'information du groupe à Paris. J'étais responsable de la coordination des systèmes d'information des 200 entreprises européennes réparties dans 10 pays à peu près. Et à la fin, directeur de la maîtrise d'ouvrage et des systèmes d'information d'Eiffage Énergie. Voilà. Comment se fait-on accepter un natif de Bukavu arrivé en France avec ce cursus, etc., un groupe mondial comme celui-là, avoir des responsabilités? Ça aussi c'est magique. Comment ça se passe? Ils savent au sein de, par exemple, du groupe Eiffage que vous revenez de la République démocratique du Congo. Oui. D'abord, évidemment, par votre couleur, ils savent que vous êtes déjà un noir, comme on dit. Oui, bien entendu. Ça passe comment ça? C'est quoi? Quelle est la magie? Non, je crois que c'est des rencontres. C'est la rencontre entre un homme et une entreprise, entre un homme et des hommes. Vous travaillez avec des gens qui vous apprécient, que vous appréciez, et après vous faites... Vos aptitudes, vos compétences... Bien sûr, moi j'avais un projet dès le départ. Quand je suis entré dans le groupe Eiffage, j'avais un projet que je soumis au groupe Eiffage. Parce qu'à l'époque, la société dans laquelle j'ai commencé à travailler s'occupait essentiellement de génie électrique et d'automatisme. Donc moi je leur ai proposé d'intégrer les équipes et d'amener l'informatique industrielle. C'est une trouvaille, ça? Non, c'est un concept c'était la continuité de ce qu'ils faisaient. Donc le SIM, en fin de compte, il y a 5 niveaux. Il y a les capteurs, les actionneurs, l'automatisme, l'informatique industrielle, les bases de données, etc. Donc, voilà. Pour que tu sois remarqué, ce que tu as ajouté, tu as mis un peu du tien, non? Bien sûr. J'avais un projet que j'ai soumis à mes patrons et ils ont adhéré. Et nous sommes allés dans cette direction-là. Une trentaine d'années après, je te rends compte, moi j'en suis très honoré et très fier pour notre magazine DVD qui permet à notre diaspora de se manifester. L'homme que tu es, avec ce que tu as comme expérience, comment tu fais pour rester en contact avec ton pays d'origine, maintenant certainement que tu as déjà pris la nationalité française? Oui, mais en fin de compte, en 2012, moi j'ai fait un choix. C'est que au départ, donc j'avais un projet. Je me suis dit, j'avais un projet entrepreneurial qui, je voulais mettre l'Afrique et l'Europe, les deux continents que je connais le mieux, en synergie. Donc j'ai fait un choix de me lancer dans un projet entrepreneurial et de créer une entreprise qui travaille entre l'Afrique et l'Europe. Donc je suis en relation avec l'Afrique. Je travaille en Afrique, je travaille en Europe et je travaille en Afrique. Et l'Afrique, c'est aussi la République démocratique du Congo. Oui, tout à fait. Et là, quel est ton impact? Qu'est-ce que tu fais là-bas de concret que tu peux rappeler comme ça brièvement? Alors, autant en France, nous avons de deux façons. MTSI International Consulting, comme je l'ai dit, le cœur de métier, c'est d'accompagner les directions générales dans la déclinaison de leurs plans stratégiques. Mais aussi les directions opérationnelles dans l'élaboration de leurs projets de transformation. Voilà. En plus de ce cœur de métier, MTSI International accompagne des institutions et des entreprises dans leur expansion tant en France qu'à l'international.
pour leur permettre de préserver leur avantage concurrentiel, mais aussi de créer de la valeur. Et c'est dans ces cadres-là que nous accompagnons des entreprises comme, je vais donner un exemple, le groupe Covin, par sa filiale Comit. Nous travaillons ensemble au Congo. En République démocratique du Congo. Nous les avons accompagnés dans le projet d'installation de 9 ports fluviaux voilà, et la CUSR. Donc Kinshasa, Ilebo, Mbandaka, Lissala, Kisangani et à l'est, Uvira et Kalemi. Alors là, il y avait aussi un projet d'installation des infrastructures portuaires. Voilà, donc nous venons d'installer une grue de 40 tonnes à Uvira. Nous allons en installer une autre à Kalemi et aussi sur les 5 ports fluviaux de Kinshasa à Kisangani. Et sur le Kasaï. Donc, sur le Kasaï, voilà. Oui. Donc voilà ce que nous faisons en Afrique. L'accompagnement des groupes européens dans leur expansion en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Mais de l'autre côté, je dirige une entreprise congolaise, des droits congolais, ICOM SAS, qui est une entreprise qui est spécialisée dans les transactions électroniques sécurisées. Nous voulons accompagner l'économie numérique en RDC. Et donc pour cela, il faut mettre en place des plateformes qui sécurisent les paiements électroniques. Voilà. Donc ICOM est une entreprise qui exploite une plateforme de paiement électronique. Parce que tu me sembles convaincu que sur le plan numérique, la RDC qui balbutie est remarquée, donc c'est porteur. En y pensant et en installant cette entreprise, je pensais qu'il y a... Je suis convaincu que l'économie numérique va permettre justement à des pays comme la RDC de faire des bons. Et l'économie numérique, c'est ce qui... je vais donner un exemple. Nous avons des problèmes d'infrastructure. Le Congo, c'est un pays, c'est un sous-continent. Nous avons heureusement des infrastructures de télécommunications qui se développent de plus en plus. Nous avons beaucoup de Congolais qui sont équipés de PDA ou de smartphones. Donc c'est un support sur lequel on peut se reposer pour développer certains business. Voilà. Mais il faudrait en même temps sécuriser ces transactions entre les clients, les cybermarchands et les banques. Voilà. Donc ICOM se situe à ce niveau-là. Donc c'est concrètement, ça sera des cartes bancaires. C'est les cartes bancaires ordinaires mais... locales et internationales. Vous pouvez faire vos achats en ligne. Aujourd'hui, il n'y a pas de e-commerce avec un acquéreur local. C'est-à-dire, si vous créez un magasin en ligne, eh bien, vous êtes obligé d'avoir un acquéreur à l'étranger. Voilà, aujourd'hui... Ça, c'est l'état actuel en République démocratique du Congo. C'était hier. Aujourd'hui, avec ICOM et nos partenaires, donc, les banques, les acquéreurs, eh bien, nous sommes capables d'offrir ces services. Ça veut dire que vous voulez faire du commerce en ligne, eh bien, vos clients peuvent payer de n'importe où dans le monde, localement, Congo ou aux États-Unis, eh bien, ils vont payer et l'argent sera automatiquement versé dans le compte bancaire de cybermarchand congolais localement, dans sa banque à Kinshasa, à Mbujimayi, à Lubumbashi, à Bukavu. Voilà. Et ça, c'est déjà lancé avec l'entreprise que... C'est fait. C'est un service qui existe avec nos partenaires bancaires locaux. Donc voilà déjà, si je puis dire, une contribution de la diaspora congolaise. Est-ce que cette activité te permet d'être à l'aise quand, quelque part, en termes politiques, actuellement, la République démocratique du Congo se trouve à la fin d'un cycle, c'est-à-dire le mandat du président
Joseph Kabila Kabange, qui est arrivé en 2001 et qui arrive fin mandat à la fin de cette année, est-ce que sur le plan des activités de la diaspora, quel est le point de vue de l'homme que tu es? Est-ce que tu es à l'aise en ce moment-ci où se déroule ce changement? À l'aise, non, qui est le changement ou la façon dont le changement se déroule, c'est deux choses différentes. Voilà, alors parle-moi des deux façons. Oui, déjà. Je pense que nous devons. La stabilité politique amène la stabilité économique. Je voulais en arriver là. Voilà. Donc, qu'on ait mis en place des mécanismes d'accession au pouvoir pacifique, c'est une très bonne chose. Mais il faut que les règles du jeu soient respectées. Il faut que cela se fasse de la façon la plus fluide possible. Voilà. Quand cela ne se fait pas comme prévu, eh bien, ça crée de problèmes politiques. C'est-à-dire, par exemple, la Constitution. Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut que tous les acteurs respectent le texte fondamental qui est la Constitution. D'ailleurs, cette Constitution, elle est issue des compromis politiques des Sun City. Nous sortions à l'époque d'une longue guerre qui a coûté des millions de vies humaines. Donc aujourd'hui, cela a permis de mettre en place un système politique avec un président de la République, une Assemblée nationale, un Sénat, qui ont fonctionné tant bien que mal jusqu'à présent. Donc nous devons aller dans ce sens-là, continuer à ce que les choses se passent normalement, que les alternances s'effacent aussi normalement. Parce que ça peut réellement, si je te comprends bien, impacter notamment des objectifs. Si dans un pays ça n'est pas stable, eh bien... Mais bien sûr, pendant les 10 années de guerre, les affaires ne marchaient pas en République démocratique du Congo. Lorsque Kisangani était occupé et Bukavu ne communiquait pas, et l'Équateur était aussi... les affaires ne se passaient pas normalement. Il a fallu ce compromis politique pour qu'on réunifie déjà les pays et qu'on se projette dans l'avenir. Et l'économie a suivi. La preuve, l'économie entre 2003 et aujourd'hui, il y a une grande différence. Donc il y a des choses qui se sont améliorées, même si cela ne va pas aussi vite que tout le monde l'aurait souhaité. Mais il y a des choses qui se sont améliorées. Donc s'il y a des problèmes politiques, ça va impacter bien évidemment sur l'économie et sur le social. Alors l'homme d'affaires que tu es, grand entrepreneur, est-ce que c'est prudent, j'allais dire? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une coloration politique pour être à l'aise dans ce microcosme-là politique? Ah non, pas du tout. Je pense que il ne faut pas mélanger les affaires et la politique. Même si bien que chaque citoyen doit exercer son droit des citoyens. Avec une couleur politique. Bien sûr. Et quelle serait la couleur politique de Jacques? Moi, je suis pour que le Congo se stabilise, que les règles de jeu soient respectées et que je suis pour un pays démocratique. Alors, donc je serai avec tous ceux qui se battent pour que la démocratie se raffermisse et que nous allions vers, que ce soit quelque chose de naturel et de normal. Je vais vous donner quelques exemples. Le Botswana, c'est un pays où l'accession au pouvoir s'est faite de façon pacifique. L'économie est florissante. Le Ghana, depuis que le Ghana a institué la démocratie, les affaires sont florissantes. Même à côté de chez nous, la Tanzanie, la Zambie, on voit bien que l'économie prospère lorsqu'il y a une stabilité politique. Dès l'instant où il y a une certitude politique, eh bien, l'économie stagne. Et les gens ne prennent plus d'initiative pour investir. On n'attire plus les investisseurs. Voilà. Je t'ai suivi avec une sensibilité particulière et un pays que tu n'as pas cité un exemple par rapport au pays florissant, le Rwanda. Qu'est-ce que tu en parles personnellement, Jacques Moussafiri? C'est un pays que je ne connais pas.
l'actuel. Tu es né à Kivu, évidemment. Tu Oui, oui, j'ai grandi à Kinshasa, puis en Europe. quitté. Mais tu entends parler du Rwanda. Non, j'ai quitté la. qu'il est placé actuellement comme un pays plutôt. J'ai quitté la région. J'ai quitté la région en 70, 71. À l'époque, le Rwanda, c'était un pays stable, hein, où les choses se passaient normalement. Ensuite, ils ont connu une période de guerre. Donc aujourd'hui, le Rwanda a retrouvé une stabilité et une prospérité économique. Mais pourquoi tu ne l'as pas cité en exemple? Parce que c'est pas mon exemple, c'est pas ma vision de l'Afrique de demain. Moi, j'ai envie qu'on libère les énergies. Moi, je citerai la phrase d'Obama qui disait l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Nous avons connu le même système. Ça veut dire que nous avions un homme fort, Mobutu, hein, qui avait aussi, à un moment donné, amené une certaine prospérité. Mais on a vu que 32 ans après, ce que ça a donné. Les débuts, c'est toujours ça. La continuité doit se faire au-delà des hommes. Les hommes doivent marquer leur période et laisser une trace. Mais la continuité doit se faire. Nous avons connu un homme fort, Mobutu. On a vu ce que ça a donné. Alors, puisque tu parles de Mobutu, justement, et toi que je découvre comme étant un acteur, surtout dans le domaine des infrastructures, des bases, Mobutu a laissé quelques ouvrages. Tu as dû peut-être être un peu témoin. Je donne un exemple, le pont Maréchal Mobutu. Est-ce que c'était une belle œuvre? Est-ce que c'était quelque chose qui pouvait permettre d'espérer un avenir plutôt radieux sur le plan économique, par exemple, cette infrastructure-là, le pont Maréchal? Oui, parmi tous les grands éléphants blancs que Mobutu a laissés, celui-là constitue une infrastructure économiquement viable parce qu'il permet de relier le reste du pays au port de Banana et de Boba. Oui. Et donc demain, où on pourra mettre un port en eau profonde. C'est un pont que tu connais particulièrement, peut-être pour y avoir d'une manière ou d'une autre assister ou soit visiter. Oui, visiter. Oui. Tu trouves que c'est son entretien, ça reste un ouvrage inévitable, je veux dire. Oui, c'est un pont suspendu déjà. Oui. Ça coûte plus cher que si c'était autre chose, par exemple, à cet endroit-là. Non, pas du tout. C'était indiqué c'était l'entretien, entre autres. Voilà, c'était indiqué pour la région, dans la mesure où c'est un pont qui a été placé à un endroit où on voulait en même temps laisser passer des bateaux, mais en même temps, c'est un pont mixte au trail. Ça devait être, oui, voilà. Mais sauf qu'il y a un côté qui n'a pas été réalisé. Non, je pense qu'il y a un tablier qui permet de faire passer les trains. Tout à fait. À ta connaissance, cela n'a pas été réalisé, non? Si. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de train qui passe sur ce pont. Parce qu'il n'y a pas de voie ferrée de part et d'autre. Mais le pont le permet. Ça veut dire que demain, si on construit un chemin de fer entre Matadi et Banana, eh bien, il pourra passer par ces ponts. S'il t'était permis de critiquer, mais alors positivement, cet ouvrage, tu penses que même avec une vision actuelle, le modernisme, ça serait ce genre de pont-là ou une autre façon de créer ce genre d'infrastructure? Non, c'est un pont qui est conforme. Qui ne coûte pas trop cher, qui moi, est difficile à entretenir. J'ai travaillé dans un grand groupe de BTP et nous avons construit des ponts. Le viaduc de Millau, par exemple. Eiffage a construit le viaduc de Millau. Mais j'ai aussi participé à la construction d'autres ponts dans la supervision de ces ponts. Non, c'est un pont qui est très bien, qui a été très bien conçu et qui aujourd'hui résiste au temps. Aux vents et marées, comme voilà. Qui dirait. Et le tout, c'est que l'entretien se fasse régulièrement. Je pense que c'est le cas. Pour celui-là. Jusqu'à aujourd'hui, oui, je crois qu'il y a une commission mixte qui gère ce pont et qui le fait régulièrement, d'après mes informations. Et toujours d'après tes informations, est-ce que tu penses que seuls les péages permettent de faire vivre ce pont, ou bien il faut un autre mécanisme, soit étatique, soit des privés, que vous êtes, etc., pour
non seulement son usage, mais pour que l'impact soit également social. Vous savez, pour moi, il faut que tout ouvrage doit être économiquement viable. Alors, il y a deux façons de le rendre viable. C'est soit effectivement par les péages, soit alors par les subventions. On sait très bien que les subventions, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas selon toi? Parce en que République démocratique du Congo, un pays doté d'autant de moyens naturels, de potentialités, parce que est-ce que l'État ne prendrait pas ça en charge entièrement et éviterait par exemple d'impacter ça sur le plan social de la population, qui traverserait ce pont comme étant un ouvrage qui lui appartient, et puis entre guillemets gratuitement, mais c'est pris en charge par certains mécanismes que vous, génie, vous pouvez imaginer. Non, parce que l'État est mauvais payeur. L'État ne paye même pas ses factures aux entreprises, l'État comme la SNEL ou comme la Régie des eaux, ça c'est connu. Donc l'État est mauvais payeur. Donc, il faut que cet ouvrage vive. Donc, je pense que le péage est un des moyens pour rentabiliser. Pourquoi je dis péage? Parce qu'il faut payer l'utilisateur, celui qui l'utilise. Donc les camions qui passent, qui traversent le pont, peuvent s'acquitter parce qu'ils font des affaires. Ils vendent, donc ils peuvent payer une sorte de taxes. Au lieu de payer les taxes et ensuite après que l'État reverse, ils peuvent payer directement à l'organisme qui gère ce pont. Ils payent les taxes de passage. Et en fonction du tonnage, ensuite après, l'État peut rendre ce pont gratuit pour une certaine catégorie de personnes. Les habitants, les riverains. Hein, si vous travaillez, vous travaillez sur une rive et que vous habitez sur l'autre rive, bien sûr, vous n'allez pas payer tous les jours. Donc l'État peut dire tous ceux qui ont la plaque d'immatriculation du Bas-Congo, par exemple, ne payent pas. Hein, c'est une façon justement de compenser le fait que le pont soit payant aux usagers. Jacques Moussafiri, comment vois-tu le projet d'un pont en eau profonde qui est envisagé pour Banana, c'est-à-dire au-delà de Matadi? Est-ce que c'est une idée réaliste selon toi? Non, nécessaire. La RDC a besoin d'un port en eau profonde pour permettre aux gros bateaux qui ne peuvent pas arriver à Matadi, Niaboma, de pouvoir s'arrêter. Ce qui empêcherait le déchargement. Aujourd'hui, les gros bateaux s'arrêtent soit à Luanda, soit à Pointe-Noire, soit à Libreville. Ensuite, après, on décharge, on met dans des bateaux de moindre tonnage et qui peuvent remonter les fleuves jusqu'à Boma ou à Matadi. Un explorateur historique que dont tout le monde peut se souvenir avait dit que le Congo ne valait pas un pays sans chemin de fer. Nous, en dehors du chemin de fer, nous avons aussi le fleuve. Un mot là-dessus, comment peut-on exploiter ces potentialités que nous avons dans ce pays? Quelle peut être ta contribution? Aujourd'hui, nous travaillons avec nos partenaires sur l'installation des mécanismes de déchargement et de déchargement des bateaux sur le port. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire que les 7 ports, les grues vont permettre demain de pouvoir décharger les bateaux rapidement, donc des conteneurs ou en vrac. Donc c'est une bonne chose. Un moyen d'acheminement. Alors, le fleuve, c'est la plus grande autoroute que Dieu nous a donnée. Naturelle. Par contre, il faut absolument pour que... Une autoroute vraiment intérieure. Du Congo, du sud, qui parcourt comme une colonne vertébrale tout le pays, jusqu'à la mer. Qui est navigable sur 2 tronçons, donc de Kinshasa à Kisangani. Par contre, il faut baliser le fleuve et il faut le draguer. Draguer, ça veut dire qu'il faut tracer des routes. Le fleuve fait parfois 30 km de large, 3 à 30 km de large. Et il suffit juste de baliser, de draguer sur 1 km de large, par exemple. Même 500 mètres de large. Ça va permettre justement au bateau de suivre cette voie. Mais parce que, à cause des saisons, lorsqu'il y a l'étiage ou parfois le fleuve est très bas, il y a du sable, donc il faut draguer le fleuve et baliser. Il faut les deux. Il faut draguer, baliser et équiper les ports. Aujourd'hui, c'est ce qui a
qu'on est en train de faire, on est en train d'équiper les ports. 7 grues, c'est pas assez. Je crois il en faudra encore d'autres, entre autres à Bumba, Kisangani rive gauche, à Ubundu, à Kindu, parce que le fleuve, il y a un deuxième tronçon qui est navigable, c'est d'Ubundu à Kindu. Donc, on peut partir de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi, sur le fleuve, jusqu'à Kisangani. Ensuite, il y a le chemin de fer jusqu'à Ubundu. Et d'Ubundu jusqu'à Kindu, on reprend le bateau. Et ensuite, après, on reprend le chemin de fer jusqu'au Katanga. Formidable. Voilà. Donc, et sur ce trajet-là, le fleuve, c'est quasiment la plus grande distance. Je crois qu'il y a 3000 km de navigabilité du fleuve. Il n'y a pas que le fleuve Congo, il y a l'Ubangi aussi qui remonte. Donc on peut aller de Kinshasa jusqu'à Bangui, en République centrafricaine. Donc à Badolité, les Kasaï et tout ça. Ensuite, les Kasaï, j'ai parlé d'Ilebo tout à l'heure. Il y a les Kasaï, c'est un fleuve qui est navigable aussi, avec un grand port à Ilebo, qui était un terminus en fin de compte. La connexion entre le fleuve et le chemin de fer qui va vers le Lubumbashi. C'est très beau ce discours que tu me tiens, Jacques. Ça fait rêver la République démocratique du Congo. Pour arriver à réaliser tout ce dont tu rêves, là tu parles, il faut un certain climat politique. Est-ce que tu es confiant en ce moment où on chemine vers la fin d'un cycle, mais de manière abracadabrantesque, parce que les politiciens n'arrivent pas à accorder leur violon? Or vous, les hommes d'affaires, vous, économistes, je ne sais pas si dans cette espèce de marasme, vous allez vous y retrouver. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'il y ait un dialogue ou pas? Qu'est-ce qu'il faut, selon toi, Jacques Moussafiri Mandegueza? Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, parce que, comme je vous ai expliqué, il y a quelques années, j'ai pris la décision de créer une entreprise en République démocratique du Congo. C'est que j'avais confiance. Confiance et croyance. Voilà. Mais je pense que nous allons... il faut que les hommes politiques arrêtent de se faire peur, et prennent les responsabilités. Il faut absolument que les choses se passent comme elles ont été annoncées. Il faut respecter les règles du jeu. Il faut absolument que nous respections les règles du jeu. Qui seront édités dans un dialogue, parce qu'il y a eu des concertations quand même qui ont précédé. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont là, mais on ne veut pas les utiliser. Tu n'as pas cette impression? Oui, mais les gens peuvent dialoguer. Le dialogue, c'est bien. Les gens peuvent discuter. Mais il y a des règles qu'il faut respecter. En dehors de dialogue, des dialogues, il y a des règles. Il faut respecter les règles établies. Nous allons vers une transition. Pour les hommes d'affaires que vous êtes, vous êtes éventuellement les gens pour aller investir dans un pays, lorsqu'il y aura par exemple 2 ans de transition ou 3 ans ou 5 ans, pour vous c'est un temps mort ou bien il y a moyen de faire des affaires pendant cette période-là? La diaspora, au nom de la diaspora dans laquelle tu fais partie, quel est ton point de vue? Le tout, c'est que ça soit une période apaisée. C'est ça. 2 ans de transition, 3 ans de transition, 5 ans. Si c'est apaisé, les affaires peuvent fleurir? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, c'est que normalement, on n'a pas besoin de transition parce qu'on est parti dans un cycle des élections. On l'a connu en 2006, en 2011. Je pense que il faut une alternance. Voilà, il faut que ça continue. Il aurait fallu que ça continue dans ce sens-là. Or, actuellement, il y a des choses qui font que ça risque de ne pas continuer. Voilà, il y a des blocages. Il y a des blocages. Ces blocages, il faut les démanteler très rapidement. Par quoi? Par quelle magie? Alors, c'est ce que j'ai dit. Nous faisons confiance aux hommes politiques, qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils ne veulent pas dialoguer, Moussafiri. Oui. Comment vous faites dans ça, là? Dans les 2 ans qui vont venir, comment tu vas faire avec e-commerce? Comment tu vas faire? Mais il faut qu'ils trouvent des solutions. Pourquoi tu n'as pas choisi plutôt l'option d'entrer dans la politique? Et ça aurait été quoi si je peux me permettre de t'arracher un petit rêve qui était caché quelque part? Non, parce que la politique. Tout le monde ne peut pas exercer des fonctions politiques. Tout le monde ne peut pas faire la politique politicienne. Non. Par contre, j'exerce mon droit des citoyens. C'est 2 choses différentes. Ça veut dire que la politique, c'est quelque chose d'important. Quand tu l'exerces, tu choisis un camp. Mais bien sûr. Maintenant, on parle de Yebela, de Diembela,
tout ça, etc., majorité présidentielle, opposition, regroupement politique, etc., ça serait dans quoi si ça n'est pas je ne suis membre d'aucun parti politique. C'est un choix. Même en France, c'est depuis que je suis en France, je ne suis pas membre d'un parti. Je n'ai pas ma carte. Finalement, ce sont les affaires qui conduisent les politiques. Tu es d'accord avec moi oui, mais je n'ai pas ma carte. J'ai passé 30 ans comme acteur économique en France. Je n'ai pas ma carte. Je n'ai pas de carte de parti politique. Au Congo, ça fait 3 ans que je suis, je n'ai pas ma carte de parti politique. Mais par contre, j'ai toujours exercé mon droit des citoyens ou mon droit des citoyens d'une ville, ou la ville de Ville-Saint-Clair où j'habite. Je fais partie des associations. Maintenant, on vous a donné une occasion de vous exprimer politiquement, c'est-à-dire que la diaspora congolaise, avec la double nationalité, peut réellement s'impliquer. Comment tu accueilles cette nouvelle ? Une très bonne chose, parce que moi j'ai toujours été contre, j'ai toujours dit que la nationalité congolaise doit être inaliénable. Quoi qu'on fasse, lorsqu'on est né congolais, on doit préserver la nationalité congolaise. Et non seulement elle est inaliénable pour moi, mais en plus c'est important, parce que la plus grande richesse d'un pays, c'est pas les diamants, c'est pas le cuivre, non, c'est la ressource humaine. Donc le Congo a besoin des hommes et des femmes, même ceux qui sont partis loin. Dans la diaspora, donc, en l'occurrence, dans laquelle tu te trouves en ce moment. Oui. Alors, si on quittait, certainement que nous aurions dû avoir encore plus de temps pour parler. Il y a tellement de choses à dire. Mais je voudrais voir l'autre homme, Moussafiri, Jacques, qui, quand il t'arrive de quitter ce bureau, même tout ce charme que t'offre l'Arche de la Défense, dans le culturel, le divertissement, tu as un peu de temps pour écouter de la musique, lire, etc. Qui es-tu après celui que je viens de croiser ici dans son cabinet de travail ? Comment tu vis ? J'aime faire le sport, j'aime la lecture. Oui, j'aime le tchatcho de Koffi Olomide, par exemple. J'adore la musique congolaise, oui. Tu as regretté la disparition abracadabrantesque de Papa Wemba ? Bien sûr. Qui a dit qu'il allait mourir sur une scène et il est mort sur une scène. Oui, on a grandi avec la musique des échos. Vous savez, moi j'étais adolescent. Hein. Alors, quel peut être, en conclusion, le mot de la fin de cet entretien dont nous allons garder un très très bon souvenir. L'avenir du Congo, disait Patrice Emery Lumumba, est beau, mais comment y contribuer pour sa réalisation par rapport à la diaspora dans laquelle vous êtes ? Oui, moi je suis convaincu que l'avenir du Congo sera beau. Mais il faudra que chaque Congolais, dont nos hommes politiques, chacun prenne ses responsabilités, parce que ce pays ne nous appartient pas individuellement, il nous appartient collectivement. C'est un pays qui regorge de beaucoup de ressources, mais comme j'avais dit tout à l'heure, la principale ressource, c'est la ressource humaine. Nous avons cette ressource à l'intérieur, à l'extérieur. Eh bien, il faut mettre en place des mécanismes pour libérer les énergies et que ces talents s'expriment. Le Congo, il y a 2 enjeux. Mon entreprise travaille dans 3 domaines, l'énergie, les nouvelles technologies, mais aussi les infrastructures. De l'énergie, un mot sur une actualité à venir, ça sera COP22. Oui, le COP22. Nous avons été invités à participer à des réunions préparatoires de la COP22 qui va se tenir sur les terres africaines, donc à Marrakech. Au Royaume du Maroc. Au Royaume du Maroc. Notre vision sur l'énergie, parce que très important. Sur l'énergie, nous faisons partie de l'African Alliance Energy, qui est une organisation qui veut développer, participer et contribuer au développement de l'énergie propre en Afrique. Notre vision est de nous inscrire dans la démarche le nouveau pacte qui a été rendu public par le président Labad,
le nouveau pacte pour l'énergie pour l'Afrique. La Banque d'Afrique la Banque africaine de développement, oui, c'est ça. qui a mis l'accent, ce nouveau pacte a mis l'accent sur l'électricité, le partenariat et le potentiel. L'électricité, l'indisponibilité de l'énergie en Afrique est criante et anormale. Il y a 900 millions d'Africains qui manquent d'énergie, qui n'ont pas accès à l'énergie. Donc c'est quelque chose d'inacceptable. Alors, Inacceptable parce que les potentialités sont là. Voilà. On ne parle même pas de ton pays, la République démocratique. On arrive au deuxième point, les potentiels. Les potentiels d'Afrique sont énormes. 700 gigawatts d'énergie. Aujourd'hui, nous avons 700 gigawatts d'énergie fossile. Donc, c'est ce que nous utilisons aujourd'hui. Mais à côté de ça, d'énergie fossile, nous avons 10 terawatts de potentialité d'énergie solaire. 360 gigawatts de potentialité d'énergie hydroélectrique, dont la moitié se trouve en République démocratique du Congo. Nous avons 120 gigawatts d'énergie éolienne. Alors, vous savez, sur le plateau de Koundelungu, tout le long du fleuve, au bord des lacs africains, donc le Kivu, le Albert, Maindombe, nous pouvons utiliser de l'énergie éolienne. Le lac Tanganyika, etc. Nous avons aussi 10 gigawatts de c'est ce qu'on appelle la biomasse, d'énergie issue de la biomasse. Donc, l'Afrique a beaucoup de potentialité. Donc, l'électricité, les potentiels et le partenariat. C'est le troisième point du nouveau pacte de l'énergie pour l'Afrique. Le partenariat, aucun pays, aucune institution n'y arrivera tout seul. Donc, il faut créer des partenariats. Et aujourd'hui, il y a une conscience universelle, mondiale, sur le problème des déréglementations climatiques. Et nous devons en profiter justement pour nouer de partenariats entre le Nord et le Sud, les pollueurs et les non-pollueurs, qui eux ont des potentialités pour créer des puits de carbone. Donc ça veut dire pour participer à stabiliser la température, on a dit, des 2 degrés à la COP21. Donc voilà, nous nous inscrivons dans cette démarche. Il faut absolument que l'Afrique bénéficie, monte des projets viables pour bénéficier justement de ces investissements et de ces partenariats entre le Nord et le Sud. Donc, électricité, potentiel et partenariat. Voilà les nouveaux pactes pour l'énergie pour l'Afrique. Il fixe l'objectif ambitieux d'un accès universel à l'énergie pour 2 tiers d'Africains qui aujourd'hui n'y ont pas accès. Mais aussi pour les générations à venir, parce que c'est un pacte qui est, on dit en 2025, et tous ceux qui vont naître d'ici là. Parce que l'Afrique aujourd'hui, on pourra doubler sa population d'ici 2025. Il faut y penser maintenant. Donc, ne subissons pas les choses. Nous devons prendre l'initiative, justement, de préparer l'avenir. Ça, c'est la partie énergétique. Mais il y a aussi la partie des nouvelles technologies de l'information et des télécommunications. Nous devons profiter de nouvelles technologies pour faire des bons technologiques, comme on dit. Les NTIC peuvent permettre justement de pouvoir développer l'économie numérique. L'Afrique a besoin de développer l'économie numérique pour s'en sortir. On a des exemples qui naissent aujourd'hui et qu'il faut regarder avec attention. C'est ce qui se passe dans la banlieue de Nairobi, qui est la nouvelle Silicon Valley africaine. Ce qui se passe aussi dans d'autres pays, au Ghana, etc. Et qui est possible en République démocratique du Congo si vous y mettiez, non? Quelque chose comme ça? Non, ce qui est non seulement possible, mais la République démocratique du Congo a tout pour que cela réussisse, de par sa position stratégique,
entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, au cœur de l'Afrique, de par sa population. Pour avoir une espèce de Silicon Valley, mais en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo occupe une grande part du continent africain, qui ne peut pas rester un trou noir. Bien au contraire, la République démocratique du Congo doit être un moteur dans l'économie africaine. Et nous avons toutes les potentialités humaines, minérales, énergétiques pour que cela fonctionne. L'énergie est la première des choses dont nous avons besoin. Sans énergie, on ne peut rien faire. Nous avons la plus grande potentialité d'énergie propre du monde. Ensuite, après, les ressources humaines, nous les avons. Les ressources humaines. Et quand nous ne les avons pas, nous pouvons aller en chercher ailleurs. Mais nous les avons. Nous avons donc vous parlez de la diaspora, donc il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui peuvent apporter leur contribution justement dans ce sens-là.